Comme c'est affiché à l'écran, je vais vous parler de génétique intermédiaire. En fait, je vais essayer de partager certaines interrogations que j'ai eues en voulant un peu essayer d'associer la génétique textuelle, en tout cas la critique génétique, et cette approche intermédiaire que j'utilise dans mes recherches depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et il faut préciser de prime abord que dans cette communication, je ne vais pas essentiellement, je ne vais pas essayer d'exposer une méthode qui est déjà bien assise et structurée. Donc, parce que je suis tout simplement au début d'un questionnement, au début d'une interrogation sur cette génétique qui me semble possible, hein, qui est quelque chose de très particulier. Donc, cette communication sera l'occasion de partager donc ces quelques pistes de réflexion et ces interrogations sur un appareillage théorique et pratique qui est en cours de conception et qui pour le moment donc est incomplet. Vous allez vous en rendre compte en suivant mon exposé. Donc dans ce travail, je me suis beaucoup inspiré des théories de Jürgen Müller, sur le concept d'intermédialité, qui est un chercheur allemand qui a longtemps travaillé au Canada et qui est spécialiste de l'histoire des médias, qui depuis une trentaine d'années, ou en tout cas plus d'une trentaine d'années, travaille sur en tout cas le concept d'intermédialité. Je vais également me baser sur quelques réflexions qui sont d'ailleurs pour certaines publiées par l'ITEM, qui portent sur la génétique musicale ou la génétique chansonnière. Parce que tout simplement, ce qui explique ça, c'est que la musique et la chanson vont occuper une place centrale dans ma démonstration pour deux raisons principalement. Premièrement, à cause du caractère polymorphe ou en tout cas kaléidoscopique de la chanson et de l'étude génétique qu'elle demande. Deuxièmement, parce que tous les exemples que nous allons convoquer dans cette étude recèlent une dimension musicale. Hein, et cette dimension musicale, elle sera toujours mise en rapport avec d'autres médias et notamment avec la littérature. D'ailleurs, donc les exemples d'œuvres intermédiaires que nous allons convoquer pour tester la faisabilité de cette génétique intermédiaire seront organisés en partant de l'œuvre dont le lien avec la littérature est le plus patent jusqu'à celui qui en semble le plus éloigné. Donc ce sera d'abord la cité Les Argonautes d'Insa Sané, donc surtout le premier volume, le premier tome, intitulé Des mensonges plus grands que le collège. Il y aura également le coffret Les rappeurs chantent Senghor, que je vais également utiliser en guise d'illustration. Je vais également aborder le journal télévisé rappé et ensuite la littérature. Donc j'aurai essentiellement 4 illustrations qui vont me permettre de tester un peu la pertinence de cette méthode de la génétique intermédiaire. Donc, pour cette analyse, notre plan sera essentiellement un plan ternaire dont le premier point s'évertuera à prouver donc, la compatibilité des approches intermédiaires et génétiques. Le second point aura pour but de faire une esquisse de méthodologie de la génétique intermédiaire, alors qu'avec le dernier, nous allons attirer l'attention sur les limites de cette méthode ainsi que les obstacles qui pourraient s'opposer à sa faisabilité. Donc d'abord, le premier point, génétique textuelle et intermédialité, deux approches compatibles. J'ai longtemps hésité avant de finalement opter pour ce titre, pour ce point, puisque je me suis dit que le mieux aurait été de mettre un point d'interrogation après compatible, pour me poser une question. Mais je me suis dit que cette compatibilité de ces deux approches est, pour moi, en tout cas pour ma part, tellement évidente que donc ce ne serait pas une bonne chose peut-être de mettre le point d'interrogation. Et donc, pour commencer, je vais dire que l'intermédialité est selon donc Jürgen Müller un axe de pertinence, c'est-à-dire un outil qui permet d'aborder un objet d'étude sous un certain angle, un angle qu'on pourrait alors qualifier d'intermédiaire. Jürgen Müller veut montrer que l'intermédialité est tout simplement une manière de regarder un objet médiatique, en tout cas une création ou un objet quelconque. Donc pour lui, l'approche intermédiaire, qui se justifie par le constat de l'impureté et de la perméabilité des médias comme la littérature, la musique, le cinéma notamment,
Qui ne se présente jamais comme des monades isolées, peut s'appliquer à divers objets, c'est-à-dire ce qu'il considère comme des médias. Donc, il y a un certain nombre d'objets que Jürgen Müller considère comme étant des médias. Parmi ces objets, il a cité dans l'introduction d'un ouvrage qu'il a coordonné en 1987 intitulé Textes et médialité, il parle de ces médias, il cite les textes, hein, lettres, images, photographies, couverture, bande dessinée, téléphone, télétexte, télévision, radio, publicité, cinéma, vidéoclip. Donc plus tard, dans ces essais, en tout cas, ou ces articles ultérieurs, il va ajouter Internet comme un des lieux possibles, en tout cas, de l'application de cette approche. Donc, Roger Trodeau, pour être plus exhaustif, dira tout simplement que le concept de média embrasse autant les médias traditionnels que toutes les voies et voies d'expression artistique qui mettent à mal l'homogénéité d'une œuvre. Donc l'hétérogénéité devient donc l'un des marqueurs de l'œuvre intermédiale. Surtout en raison du fait que l'hétérogénéité est le principal mode de structuration de plusieurs créations postmodernes. C'est un peu ce qu'a voulu dire Farah Aïcha Garbi, pour qui ce sont surtout les œuvres audiovisuelles que les chercheurs se plaisent à analyser selon une approche intermédiaire, puisqu'elles incarnent par définition des médias synthèses qui recyclent toutes sortes de pratiques artistiques. Et donc, il faut dire que Müller avait dès le début compris cette réalité synthétique de l'intermédialité, conscient qu'il était de l'interpénétration de tous ces médias qui ne cessent de s'influencer mutuellement et même parfois de manière rétroactive. Puisque Müller considère que même un média qui naît en 2010 peut influencer les médias qui l'ont précédé. Donc, les médias influencent les médias qui naîtront ultérieurement. Les médias qui naîtront ultérieurement influencent les médias qui les ont précédés. Donc, c'est ce qu'il dit en révélant, si nous entendons par intermédialité qu'il y a des relations médiatiques variables entre les médias et les séries culturelles et que leur fonction naît entre autres de l'évolution historique de ces relations, si nous entendons par intermédialité le fait qu'un média recèle en soi des structures et des possibilités d'un ou de plusieurs autres médias, cela implique alors que la conception d'un type monadique de médias est exclue. Donc il faut dès lors considérer les relations entre les différents médias dans une même œuvre comme une source première de signification. Et c'est ceci parce que pour Éric Mechoulam, donc, qui est également donc, un chercheur du CRIALT, le Centre de recherche intermédiaire sur les arts, la littérature et les technologies de Montréal, donc pour lui la notion d'intermédialité est en partie le résultat d'interactions avec des ensembles théoriques et avec des pratiques critiques qui, à des titres divers, mettent de l'avant les relations plus que les substances. Il est donc appelé à s'intéresser à toute forme de développement donc, historique médiatique. Donc, elle est donc appelée l'intermédialité à s'intéresser à toute forme de développement historique médiatique. En cela, que c'est un outil qui demeure un moyen d'effectuer un travail historique, descriptif et inductif. Et c'est là où, véritablement, se trouve l'un des points de convergence avec la génétique et la critique génétique. Donc, ainsi, en tant que méthode d'analyse tournée vers la matérialité de l'œuvre étudiée pour aboutir à une réflexion théorique sur un processus de création et pas seulement sur l'avant, l'intermédialité a d'évidents points de convergence avec la génétique textuelle. Elle saisit l'œuvre en prenant en compte aussi bien l'avant que l'après pour analyser le processus de sa genèse. C'est là où elle rejoint surtout donc, la génétique textuelle, la génétique, comment dirais-je, musicale, dans cette attention-là que l'intermédiaire accorde au processus et à la genèse des œuvres artistiques. Et aussi dans cette place qui est accordée à la matérialité, qui, à mon avis, demeure en tout cas l'un des principes de la critique génétique, surtout de la critique de la génétique textuelle. Et donc, Jürgen Müller avait déjà insisté sur cette question de la matérialité dans un texte qu'il a publié en 2006. Il faut dire que dans ces textes antérieurs également, cette idée de matérialité comme principe de base de la recherche intermédiaire était déjà présente. Il nous dit donc que la question de la matérialité constitue de manière explicite ou implicite un présupposé de toutes les approches médiatiques se basant sur les interactions entre différentes matérialités médiatiques. Donc,
La recherche intermédiale, il le dit plus loin, devait tenir compte des processus synchroniques et diachroniques qui impliquaient les médias ainsi que des relations médiatiques variables et de leurs fonctions. Et là, on voit que la terminologie qu'il utilise dans sa théorie, en convoquant les termes de matérialité, de matériaux, de traces, de processus, témoigne donc de cette connectivité-là qu'il veut montrer entre cet axe de pertinence et donc un travail génétique qui se base sur la matérialité, sur les traces. Je reviendrai plus tard sur cette idée de traces. Donc, une génétique intermédiaire trouverait sa pertinence dans la nécessité d'analyser les relations médiatiques variables et les fonctions historiques de ces relations, rôle que Muller assigne d'abord à l'approche intermédiaire. En outre, la place que la génétique textuelle accorde à l'intertextualité ou à l'intratextualité laisse penser que l'intermédialité pourrait se situer à elle dans la mesure où elle permettrait de voir comment plusieurs médias interviennent dans le processus de création d'une œuvre, une œuvre littéraire par exemple. Parce que les médias interviennent non seulement en tant qu'outil technique indispensable à la réalisation matérielle de l'objet, mais en tant qu'élément esthétique et sémiotique. L'intermédialité peut permettre donc à la génétique d'établir une relation entre la textualité d'une œuvre littéraire et sa matérialité. Comme la critique génétique qui, selon lui, Hay, H-A-Y, passe d'abord par le manuscrit, l'écriture ensuite avant de retrouver le texte, l'intermédialité établit aussi une connivence dialectique entre l'avant-œuvre et l'œuvre finale pour mettre en évidence la succession des matérialités et le sens qui s'en dégage. Muller ne conçoit jamais un média sans faire appel à ce qui l'a précédé et dont il est le résultat et l'évolution. Donc, pensant comme Hay que la genèse est autre que l'écrit, j'estime que le travail des artistes s'occupant de musique, de vidéo, de numérique par exemple, sont d'autres formes d'écrit qui configurent la genèse. Nous allons voir avec les écrivains, en tout cas les écrivains de la littérature, que ce sont des gens qui considèrent leur travail, même si ça relève de la vidéo, comme un travail d'écriture. Donc, les propos d'Éric Mechoulam semblent également mettre en avant une certaine pratique génétique liée à l'intermédialité. Donc, là, il faut noter que dans le numéro de la revue Genesis consacré à la chanson, Chaudier et Gilly parle également de processus, en disant que l'étude générale des processus de la création dans la littérature, les arts et les sciences beaucoup plus vastes fait appel à des considérations psychologiques, biographiques ou socio-historiques qui excèdent la prise en compte des bryons. Je pense que nous allons un peu revenir plus tard sur cet élément. Mais ce qui est important, c'est que ces théoriciens de la génétique musicale ou chansonnière, comme ils disent, de la génétique musicale axée sur la création des chansons comme Chaudier, ces théoriciens parlent de work in progress. Et là, on va voir que c'est le même terme que Jürgen Müller utilise pour parler de l'intermédialité. Parce que pour lui, la notion d'intermédialité renvoie à un processus, à un work in progress. Donc, c'est aussi le terme qu'il utilise. Donc, l'intermédialité opère, selon Müller, dans un domaine qui inclut les facteurs sociaux, technologiques et médiatiques. D'où son utilité pour cerner les contours d'un processus de création dans lequel interfère le statut social des artistes ainsi que les ressources techniques et esthétiques qu'ils mettent en œuvre. Par exemple, le journal télévisé Rappé dont je vais parler en guise que je vais convoquer en guise d'illustration pourrait être analysé à l'aune de cette dernière donne ainsi que la série romanesque d'Insa Sané. Donc, le statut social de l'artiste Insa Sané, par exemple, ayant grandi à Sarcelles, quartier référentiel de la cité des Argonautes, l'usage du numérique, du cinéma, de la télévision, la bande-annonce, l'esthétique musicale, tout cela associé à l'esthétique de la littérature constitue en tout cas les facteurs d'ordre social, technologique et médiatique dont parle Müller. Donc, tout cela me fait penser que on peut dire de l'œuvre intermédiaire de manière générale ce que Chaudier dit de la génétique de la chanson. Donc, quand Chaudier parle de ces petits faits biographiques, cet art cultivé des associations d'idées, l'immersion dans la culture populaire, comme élément qui participe à la genèse d'une chanson et de la musique, on peut en dire de même pour ces œuvres que j'ai citées, pour donc la série romanesque d'Insa Sané, ou en tout cas le journal télévisé Rappé.
Maintenant, je m'en vais au second point. La génétique intermédiale, esquisse d'une méthodologie. Donc, il faut dire que, il faut rappeler que faire de la génétique intermédiale, donc après les recherches que j'ai eu à effectuer, me paraît un peu plus difficile et plus complexe en tout cas que la génétique textuelle. Elle serait en effet, la génétique intermédiale, une méthode qui inclut déjà un certain type de critique génétique existante comme la génétique textuelle ou musicale. Parce que la littérature et la musique sont des, comment dirais-je, parmi les médias donc, qui constituent l'objet de l'intermédialité. Donc c'est une généralité, c'est une génétique de la pluralité qui peut de ce fait intégrer pour une œuvre associant par exemple le média littéraire à d'autres une génétique textuelle. Pour une œuvre ayant une dimension musicale, elle sous-tend d'abord aussi une génétique musicale. La question qui se pose alors est celle-ci. Devrait-on faire la génétique de chaque média à part avant de faire une réflexion globale? Ou faudrait-il appréhender ces médias à travers les gestes créateurs qui les associent dans une même œuvre? Il faut d'abord préciser que pour être efficace, la génétique intermédiale devrait se montrer sélective et se débarrasser de toute ambition d'exhaustivité. Elle devrait cibler, à notre avis, uniquement les gestes créateurs qui témoignent de la mise en relation des différents médias en présence. Au lieu d'étudier par exemple tout le processus de création d'une musique qui a été composée par un beatmaker, la génétique intermédiaire doit voir les moments où ce beatmaker met son œuvre en train de se faire en relation avec le texte qui doit l'accompagner ou avec le flow et la voix des rappeurs. La génétique intermédiaire s'intéressera également au va-et-vient qu'effectue le vidéaste entre les images à produire, le texte qui doit les inspirer, la musique elle-même et la présence des personnages dans le champ de la caméra. C'est en appliquant la même chose à tous les participants au processus de création que le généticien intermédiaire pourrait rendre compte des effets de sens induits par ce réseautage de divers médias. Car l'intermédialité génétique devrait faire de l'œuvre, en tout cas une co-création. C'est d'abord une co-création entre différents artistes, en réintroduisant les autres, c'est-à-dire les autres artistes qui ne sont pas forcément les auteurs officiels de l'œuvre et qui sont parfois différents de l'interprète. Donc ces autres artistes-là, la génétique intermédiaire permet de les réintégrer, de les mettre au cœur du processus de création. Donc, processus dans lequel ils jouent un rôle aussi important que l'interprète de la chanson, par exemple. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de production intermédiaire individuelle. L'exemple de la littérature va nous montrer donc tous ces artistes qui, du début à la fin, sont pratiquement les seuls acteurs qui entrent en scène dans le processus de création de leur œuvre. Et donc, dans le cas de ces productions intermédiaires individuelles, cette approche montre surtout comment des gestes artistiques pluriels du quotidien sont réunis par un seul individu pour produire une œuvre singulière. Donc, dans ce cas précis, le lien entre le corps de l'artiste, le matériel utilisé, l'espace géographique et le résultat produit par leur association demeurent les objets principaux de l'analyse, car c'est par leur mise en relation que le message est communiqué par l'artiste, par le littératubeur, par exemple. Donc, cela veut dire que la génétique intermédiaire pose aussi la question de la figure octoriale, la figure de l'auteur. Elle accorde la primauté à la création collective, ou en tout cas à la création conçue comme un ensemble, un agrégat de différents gestes. Donc, l'intermédialité, parce que l'intermédiaire fait de la dynamique créatrice un processus collectif, et montre comment les différents auteurs s'associent pour faire acte de création. Donc là, nous voyons, avec ces œuvres intermédiaires qui peuvent être soumises à la génétique intermédiaire, ce que Chaudier avait d'abord appelé les petites épopées collectives. Donc c'est des petites épopées collectives. Parce que tout simplement, les différents intervenants dans le processus de création sont liés par l'idée de départ, qui est le repère thématique et esthétique de l'œuvre intermédiaire. Donc dans leur travail, ils peuvent essayer d'être fidèles à cette idée de départ. C'est-à-dire qu'il y a toujours une idée de départ qui réunit les différents intervenants dans le processus de création d'une œuvre intermédiaire.
Donc, ce petit personnel de la Genèse, et là je cite toujours Chaudié, cherche à lier différentes sensibilités et divers matériaux esthétiques pour produire un seul opus portant les signes de chaque média ayant intervenu dans le processus créateur. Il faut donc reconnaître ces signes et le rôle dans la constitution chez le récepteur d'une illusion de singularité de l'œuvre. Hein. Donc, je vais un peu avancer. Donc là, j'ai beaucoup cité le mot relation, parce que tout simplement, la génétique intermédiaire, à mon avis, s'occupe des effets de relation. Et là, je reprends le mot d'Éric Méchoulan. Elle laisse voir l'œuvre comme un réseau de divers actes créateurs, parce que chaque médium ne délimite pas son territoire de façon ordonnée et jalouse. S'il existe bien des conflits entre médias, chacun empiète sur les usages du voisin, récupère l'énergie du concurrent, rejoue la séduction de son partenaire. Donc ce sont ces processus de remédiation dont entend rendre compte la génétique intermédiaire. Donc faire l'étude génétique d'un projet en adoptant l'approche intermédiaire d'un projet artistique revient donc à replacer la mise en relation au cœur du processus. Il faut non seulement refaire l'historique des étapes de création, mais aussi faire l'historique de la succession des thèmes et formes qui cimentent les différents aspects. Donc l'œuvre intermédiaire repose sur un entrelacement de différents processus de création singuliers qui s'associent pour créer une même dynamique artistique, un entremêlement des médias qui met en synergie la manière de dire de chaque artiste. Et je pense que c'est ce que donc, la génétique intermédiaire devrait retrouver. Et donc, pour pouvoir, à notre avis, rendre compte de cet entrelacement des relations, de ce réseautage médiatique, le généticien intermédiaire doit repérer ou en tout cas analyser ce que j'appelle des points de contact. Les points de contact entre les différents médias dans l'œuvre intermédiaire. Il faut qu'il repère les invariants, hein, si l'on passe d'une étape à l'autre, l'évolution de ces invariants, la manière dont chaque média retravaille ces invariants, comment il participe à la singularité de l'œuvre. Quand je parle d'invariants, donc je pense par exemple à un thème dans le poème de Senghor, dans le coffret où il y a des rappeurs reprenant les poèmes de Senghor, comment un thème de Senghor est retravaillé non seulement par les rappeurs qui interviennent, mais également par le beatmaker qui va faire la musique, mais également par le réalisateur qui va faire, qui va faire le clip, qui accompagne la chanson. Et donc, l'intérêt d'analyser cet invariant, ou en tout cas ces points de contact, est de voir s'il y a véritablement comment dirais-je, une certaine cohérence ou s'il y a une rupture avec ce point de contact, puisqu'il peut y avoir une rupture avec ce point de contact. Un artiste qui intervient dans une création intermédiaire peut décider de prendre ses distances par rapport à une idée de départ, par rapport à un thème de départ, pour justement donner à la création, comment dirais-je, à la création un aspect beaucoup plus polymorphe. Donc, parce que l'artiste peut décider véritablement de s'affranchir, en tout cas, de ce point de contact pour donner une forme métaphorique à sa création. Dans le cas, par exemple, de la littérature, hein, chaque média associé au processus de création fait partie de ces réalisations toujours diverses de l'acte d'écrire, dont parle notamment Hay. Et ça, c'est surtout valable pour les œuvres de la littérature, dont la littérature demeure un peu l'hypotexte et l'hypomédia. Pour ces œuvres, l'analyse consistera à retrouver une certaine textualité à l'œuvre dans chacun des médias convoqués. Pour ce faire, le généticien intermédiaire devrait faire sien les propos suivants de Hay. Ce que la genèse d'une œuvre nous révèle est le possible du texte. L'écriture ne vient pas se consumer dans l'écrit. Peut-être faut-il tenter de penser le texte comme un possible nécessaire, comme une des réalisations d'un processus qui demeure toujours virtuellement présent à l'arrière-plan et constitue comme une troisième dimension de l'écrit. Inversement, le texte ne s'abolit pas dans cette profondeur de champ. Il apparaît seulement comme un objet plus complexe et plus aléatoire. Les mots-clés de cette méthode seraient donc point de contact, variant, invariant, relation, matérialité, contexte, anecdote, etc. Nous allons un peu y revenir. Donc,
La pertinence de la prise en compte des effets de relation s'explique par la certitude que comme le pense McLuhan, le médium est le message. En passant donc d'un média à l'autre, le contenu du message est transformé et même détourné par le médium. Un message originellement contenu dans un livre voit son sens se modifier s'il passe du livre à la pellicule filmique ou au CD. Il y a une certaine continuité que restituent par exemple les hyperliens sur Internet. C'est l'image et le rôle de l'hyperlien dans la lecture, par exemple, d'un texte littéraire numérique qui décrit de manière plus concrète le surplus de sens que le récepteur acquiert en passant d'un média à l'autre. Ceci parce que nous partageons l'idée de Pascal Durand selon laquelle tout lien hypertextuel mène à la continuation du message. Par exemple, le QR code comme point de contact de la littérature et de la musique chez Insa Sané. Donc nous allons voir avec l'illustration que nous allons donner comment le QR code constitue le lien qui unit la littérature et la musique et permet de briser les frontières entre les médias et de construire une continuité. Donc, la génétique intermédiale donc partage selon nous ou partagerait la plupart des principes de la génétique musicale ou chansonnière. Hein? Parce que tout simplement, la musique serait, à notre avis, l'un des lieux privilégiés de cette génétique-là, de cette génétique intermédiale. En tant qu'elle se présente, la musique comme lieu de rencontre du texte, de la voix et de l'instrument. Donc avant même qu'elle soit intermédiale, la musique est d'abord un lieu de rencontre, un lieu de relation. Elle est souvent reliée à un autre média de manière plus ou moins implicite pour faire œuvre d'intermédialité. Dans le cadre d'œuvres comme le journal télévisé rappé de Human et de Keiti ou encore de la série romanesque La Cité Les Argonautes d'Insa Sané, la musique joue un rôle essentiel, parfois même celui d'un variant dont nous avons parlé plus haut. Donc, elle est intermédiale par essence. Les mots qui la dessinent ne sont pas réductibles à leur trace écrite puisqu'ils interagissent avec une voix, des instruments et les données sensibles d'un spectacle. Je viens de reprendre là donc les propos de Chaudier et de Lully dans l'introduction en tout cas du numéro de la revue Genesis consacré à la chanson. Donc parce qu'en chanson, le processus génétique ne conserve pas forcément de traces manuscrites ou tapuscrites, c'est vers le témoignage personnel des artistes que se tourne d'abord le généticien pour combler le vide dû à l'absence d'archives écrites. Donc, ce qui veut dire que le généticien intermédiaire doit prendre en compte le métadiscours sur l'œuvre. Le métadiscours donc, de l'artiste lui-même, mais également le métadiscours qui accompagne l'œuvre. Parce que les traces de l'œuvre intermédiaire sont autant matérielles que mémorielles. Elles sont autant intuitives que scientifiques. Donc, il faut replacer l'œuvre intermédiaire comment dire, dans son contexte, essayer peut-être d'entrer en contact avec les artistes, ou en tout cas de se procurer des documents où il y a les confidences de ces artistes concernant la genèse de leur œuvre, comme l'ont fait les théoriciens de la génétique chansonnière. Parce que le contexte est assez important à notre avis parce qu'il faut comprendre ce qui est à l'origine du projet artistique, ce qui est à l'origine du projet intermédial avant véritablement d'étudier sa genèse. Ainsi, l'identification des grandes phases du processus génétique dépend en grande partie de la culture du chercheur et de son intuition. Pour prendre un cas précis, donc le coffret Les rappeurs chantent Senghor, donc nous pouvons aisément dessiner la succession des grandes étapes. L'avant-œuvre, qui est constituée d'une œuvre finie, c'est-à-dire les poèmes de Senghor, le choix des textes par les rappeurs ou réécriture chez certains. Un rappeur comme Lord Ekomindong réécrit le texte de Senghor. La phase de répétition, ensuite la composition des instrumentaux, l'enregistrement des chansons, le tournage des clips et la confection du coffret. Donc à part ces étapes facilement identifiables, il y a des sous-étapes qui ne peuvent être connues qu'à travers l'accès aux archives matérielles et numériques, mais aussi qu'à travers les confidences des différents acteurs. La rédaction de l'éditorial par exemple Ibrahima Wane, en l'absence d'indice de datation, ne peut être située historiquement que si cette information est fournie par le rédacteur ou un autre membre de l'équipe. Donc certaines phases sont flottantes et peuvent intervenir à des moments différents du processus, alors que d'autres sont forcément assujetties à l'étape qui les précède. Le tournage des clips, par exemple, ne peut se faire sans qu'il y ait préalablement des chansons enregistrées.
l'infographiste et les concepteurs du coffret ne peuvent faire leur travail qu'après l'achèvement de toutes les autres phases, leur entreprise étant basée sur les résultats de ces dernières. Donc, ils donnent une touche finale à la genèse de l'œuvre et en constituent véritablement le sceau. Et là, c'est là où je vais également parler de l'importance de l'anecdote. Parce que pour les théoriciens de la génétique, en tout cas musicale ou chansonnière, l'important, ce n'est pas que l'anecdote soit vraie, mais qu'elle soit recevable. En tout cas, c'est ce que Chaudier a dit. Pour lui, l'anecdote joue le rôle d'un révélateur fondé qu'elle est sur l'opposition entre le monde de la coulisse et l'hypermédiatisation. Donc, pour dire tout simplement que le généticien intermédiaire est obligé parfois d'avoir recours à l'anecdote pour pouvoir compléter les informations qu'il cherche pour faire la genèse d'une œuvre. Maintenant, je vais illustrer ce que je viens de dire par quelques exemples. En commençant par la cité Les Argonautes, qui est une série romanesque d'Insa Sané, auteur franco-sénégalais, donc qui est déjà l'auteur d'une dizaine de romans, hein, réunis sous le nom de la comédie humaine, hein, avant d'entamer ce nouveau cycle depuis 2021, sous la commande de son éditeur. Et le tome 1, comme nous le voyons, est intitulé Des mensonges plus grands que le collège. Donc il y a le tome 1, il y a un tome 2 également qui est sorti. Nos chers parents. Il y a également le tome 3, Un été dans le quartier. Donc ça doit être une série de 5 épisodes. Nous allons voir maintenant comment le volet de cette saga est présenté par la maison d'édition. La maison d'édition dit « Citer les Argonautes est une saga littéraire écrite en 5 épisodes qui suit l'évolution de 5 jeunes. En 5 épisodes, de la 6e à la fin du collège, qui grandiront en même temps que les lecteurs. Insa Sané conte une odyssée au cœur d'une cité où l'innocence et les rires vont côtoyer le racisme, la violence, la révolte. Des mensonges plus grands que le collège est le premier volet de cette épopée sensible et humaine, dans laquelle l'auteur revisite le roman populaire et donne droit de citer à des personnages trop souvent oubliés par la littérature française. Grâce à une bande de sons inédite, Insa Sané nous invite à plonger dans son univers et dans l'ambiance de Cité les Argonautes. Donc, nous voyons ici comment cette présentation use d'une terminologie qui annonce de manière subtile l'hétérogénéité de cette œuvre, qui, même si elle est insérée, elle est classée dans la carte littérature, est associée au couple cinéma, télévision et à la musique. Donc, la saga destinée à un public d'adolescents est appelée série par l'éditeur. Hein? Donc, il y a là une volonté de s'inscrire dans un univers familier au public ciblé, celui du cinéma de jeunesse et des séries télévisées. D'ailleurs, le format audiovisuel adopté pour en faire la promotion, le trailer ou le teaser, est généralement utilisé pour annoncer la sortie d'un film. Parce que tout simplement, pour annoncer la publication du premier tome de la saga, il y a un trailer ou un teaser, en tout cas une bande annonce, qui a été diffusée afin d'en faire donc afin d'en assurer la promotion. Et donc, cette bande son que je vais vous présenter nouveau dossier, ça doit être ici. La cité des Argonautes. C'est une cité comme il en existe partout en France et peut-être même partout dans le monde. Une cité perdue au milieu des bois, au milieu des champs, avec des habitants dont on parle très peu dans la littérature et qui ont eux aussi
une épopée à nous faire partager, à faire vivre. La cité des Argonautes, ce sont 2 dizaines de tours qui se regardent le nombril. Le quartier est ceinturé par un bois plus docile qu'un chat élevé au Whiskas. Et avec des bottes de 7 lieues, on arrive devant un lac artificiel. Jeanne, Erwan et Maya sont presque inséparables. Jeanne, c'est la fille qui restera invisible s'il n'y avait pas les autres de sa bande pour lui insuffler la vie. Erwan a 2 habitudes. S'asseoir au fond de la salle et passer pour un cancre. Pour Maya, une fille n'est pas vraiment une fille si elle n'a pas d'écorchure au genou. Mehdi, il oublie souvent ses affaires d'école, mais se fait un devoir de rire tout le temps. Moi, je suis le nouveau, à l'école et dans la cité. Mais en vrai, je m'appelle Bounégueux. Il y a le loup sous le lit, les moutons dans le ciel. N'oublie pas mon petit soulier dans ton tour de carrousel. L'amour attendra son tour, le facteur n'est pas passé. Tu sais qu'au bal des vautours, c'est celui qui dit qui est. Donc, nous voyons là comment cette bande son qui accompagne ici la publication d'un roman et non d'un film agrège des ressources issues donc, du cinéma, de la littérature et de la musique. Donc il y a ici véritablement cet assemblage qui fait qu'on est devant une œuvre intermédiaire. Donc il faut dire que cette bande son qui accompagne le roman n'est pas un simple artifice. Elle participe à la construction de la mimésis en convertissant en son une certaine atmosphère. Il s'agit ici d'une bande son postée sur Internet à laquelle donne accès donc la quatrième de couverture. Parce que tout simplement, cette musique-là qui intervient cette musique qu'on entend dans la bande annonce fait partie de la bande son qui accompagne le roman. Puisque Insa Sané est habitué à accompagner ses récits de bande son. Ici, la nouveauté, c'est que les premiers romans qu'il avait publiés avec son premier éditeur, Sarbacane, sont des romans où dès le début on voit une bande son dans le paratexte qui liste les différentes chansons qui doivent accompagner la lecture du roman. Mais ici on n'a pas cette bande son qui est présente. La bande son elle est présente sur Internet. Et le lecteur ne peut avoir accès à cette bande son que s'il scanne le QR code qui se trouve sur la quatrième de couverture du roman. Donc, il est appelé à faire ce va-et-vient-là entre le roman et la musique qui est postée sur Internet. Donc, et là, ce qui est intéressant de noter avec cette bande-son, qui est inédite d'ailleurs, c'est que pour la première fois, en tout cas de sa carrière, Insa Sané réussit à condenser en lui les 2 figures, c'est-à-dire celle de chanteur et celle de romancier dans un seul projet. Parce que pour les autres bandes de son, des romans qu'il avait précédemment publiés, ce sont toujours des listes de chansons connues, d'artistes connus, américains, africains, français. Ici, toutes les chansons ont été composées et interprétées entre guillemets par Insa Sané. Entre guillemets parce que tout simplement, certaines de ces chansons ont été chantées, ont été faites donc en réalité par des enfants, même si le rôle d'interprète est donné à Insa Sané. Donc, ce qui montre que pour lui, il ne s'agit pas de 2 œuvres distinctes, hein, mais d'une seule œuvre qui permet le passage de la lecture à l'audition grâce au QR code. Donc il ne dissocie pas le travail d'écriture et celui de compositeur musical. Comme il le dit lui-même, il avait dit « Bien que ma plume ait été forgée dans le bitume,
elle suinte de références d'illustres auteurs que je cite comme un bon sample. Donc, ici, l'association du sample qu'utilise le beatmaker pour confectionner donc, un instrumental de musique. Donc, l'association de ce sample au travail littéraire montre véritablement ce besoin-là de lier la littérature à la musique. Je vais citer un autre exemple. Et là, je vais vous montrer peut-être tout simplement des images, des photos. Il s'agit du coffret Les rappeurs chantent Senghor. Donc, qui est un coffret paru en 2007, qui a été donc diffusé en 2007, et qui est né d'un projet du producteur Safwan Pendra, qui voulait donc participer à la promotion, en tout cas à la vulgarisation de la poésie de Senghor à travers ce coffret. Donc le coffret est constitué d'un CD, d'un DVD et d'un livret avec les poèmes de Senghor. Les poèmes de Senghor repris par les rappeurs. Donc là, on voit qu'il y a cette photo de la couverture du coffret. Il y a cette autre photo qui montre donc les pages du livret avec l'éditorial fait par le collègue Ibrahim Wan de l'université Cheikh Anta Diop, avec la présentation des artistes qui participent au projet. Donc là, il faut dire que pour ce cas précis, il ne s'agira pas, en tout cas pour le généticien intermédiaire, de faire un travail génétique sur les poèmes de Senghor, même si ceux-ci sont inclus dans le processus artistique, comme avant-texte des chansons qui sont ici proposées. Donc avant d'étudier le processus à partir du point de départ que constitue la poésie du chant de la négritude, il y a un autre élément qui doit entrer en jeu comme étape du processus de l'avant-texte, c'est-à-dire ce que j'appellerais peut-être l'avant-chanson ou l'avant-rap. Il faut rappeler que ce coffret, donc paru en 2007, s'inscrivait dans un contexte de célébration du centenaire de la naissance de Senghor en 2006. Donc il naît donc le projet d'une vision culturelle ponctuelle des autorités étatiques sénégalaises et de la volonté d'un producteur, Safwan Pendra, qui est patron du label dakarois Optimiste Production, donc volonté de participer à la promotion de la poésie de Senghor. Donc d'ailleurs, Pendra voulait que ce coffret, distribué gratuitement, investisse les médiathèques de l'Afrique afin que ces jeunes puissent découvrir la pensée senghorienne. Donc, comme je le disais tantôt, avec cet opus, donc l'avant-média ou peut-être l'avant-chanson, c'est le texte de Senghor. Donc le texte de Senghor devient le média d'origine. L'hypomédia d'origine est la chanson réalisée à partir du texte de Senghor, l'hypermédia. Donc le généticien n'est pas ici appelé à étudier le processus à partir de l'avant-texte senghorien, mais du texte senghorien définitif à la production musicale des rappeurs. Donc il est appelé à étudier les relations tissées entre le texte de Senghor et les gestes créateurs mis en œuvre pour le faire passer du médium livre à ceux du CD et du DVD. Donc, il doit prendre en compte non seulement le contexte, donc ce contexte le contexte qui explique la genèse du projet. Il doit également prendre compte des anecdotes dont les artistes, les anecdotes tirées en tout cas des confidences des artistes à partir d'entretiens disponibles parfois sur Internet, disponibles sur YouTube, etc., qui permettent un peu de retracer la genèse. En tout cas, à ces différents principes, il doit également y avoir l'intuition. L'intuition que les généticiens, en tout cas de la musique ou de la chanson, érigent en principe d'analyse. Et cette intuition nous permet véritablement, avec les anecdotes confiées par les rappeurs, de déceler quelques phases pour la création, en tout cas, de cette œuvre. Lecture des textes de Senghor, choix des textes à déclamer, répétition sur de la musique, réarrangement rythmique du texte ou réécriture, écriture d'un nouveau texte pour certains rappeurs, composition musicale,
enregistrement, confection du livret, etc. Donc, c'est moins cette succession des étapes qui est importante que la manière dont ces étapes interagissent par l'intervention des différents acteurs que sont le producteur du projet, les producteurs musicaux, les infographistes, l'auteur du texte, les chanteurs, le réalisateur des clips, etc. Donc, le généticien, pour réussir son travail, devrait donc consulter les différents textes qui ont été proposés aux rappeurs, comprendre pourquoi certains ont été choisis et non d'autres, l'évolution de la programmation musicale, le choix des samples, les éléments textuels des poèmes de Senghor qui ne sont pas finalement conservés, les différentes prises de voix, les prises d'images pour le clip, l'adaptation du flow au poème senghorien ou vice-versa. Donc il y a là tout un travail d'investigation et d'analyse qui permettra aux généticiens de présenter la genèse de l'œuvre à partir d'un angle de vue intermédiaire. C'est ce qui lui permettra d'étudier comment on passe d'un poème de Senghor tiré d'un livre à un coffret intermédiaire constitué à la fois de musique, d'images et de textes. Donc tout ce processus devrait donc être analysé par la génétique intermédiaire qui s'occuperait dès lors à étudier les variations rythmiques et à les situer dans le processus de création. Donc les variations rythmiques en tout cas du poème de Senghor. Donc, il faut dire que l'usage d'une traduction, d'une expression de Senghor, par exemple, dans l'une des chansons, celle de Keïti, qui reprend un poème de Senghor, donc le fait qu'il utilise la traduction en Wolof d'une expression française, ou en tout cas d'un vers français de Senghor, montre véritablement ce travail de réorganisation et de réarrangement qui est fait par le rappeur. Et ce travail de réorganisation touche non seulement le vocabulaire, mais également c'est un travail qui touche le rythme du texte. Et donc le généticien intermédiaire est appelé également à montrer ce processus-là qui mène du rythme du poème senghorien au rythme de la chanson mise en musique. Il y a également un autre élément important qu'il faut noter, c'est l'usage d'archives dans l'un des clips, notamment le clip de Manu de BMG, donc, qui reprend le poème de Senghor au tirailleur mort pour la France, où le rappeur s'efface littéralement de l'écran pour mettre en avant des images d'archives. Et donc, le généticien intermédiaire peut se poser la question, que faire alors de ces archives? Archives qui sont constituées d'images reprises de plusieurs documentaires avant d'être remédiatisées et recontextualisées pour servir d'illustration au vers de Senghor. Donc, nous pensons que, en tout cas, le généticien intermédiaire devrait essayer de retrouver les archives originales afin de dessiner les traces matérielles de leur mise en relation avec le poème de Senghor, le flow du rappeur et la musique qui l'accompagne. Je m'en vais maintenant vous parler des deux derniers exemples brièvement, puisque je pense qu'on a déjà 40 ou 45 minutes. Ouais. Ok, donc le JT rappé. Donc je vais pas. Est-ce que j'ai besoin de diffuser un exemple ou une minute? Ok. Ouais. Bonjour. Bienvenue, installez-vous, on a un débat pour vous. Des questions et des réponses, mais il y a un débat pour vous. Ada, Sceptique, Jili Bagdad, Chronique, qui est pour ou contre? Ne bougez pas, on vous explique. Bismillah daleen ak jàmm tey débat la ñu dikkee coow li nag di ndogalu état ndogalu Macky yónni sunuy soldat ci guerre bu sunu yoon newul xeexal l'islam la wala ay dollars. L'Arabie Saoudite mène une coalition militaire pour intervenir en Yémen. Comme en 91 lors de la tempête du désert. Sceptique, es-tu pour que le Sénégal envoie 2100 de nos militaires? Dis-moi, non, je suis pas d'accord. Cette guerre n'est vraiment pas la nôtre. Qu'est-ce que cela rapporte? Si des kamikazes débarquent et bombardent Sandaga, les uns disparaîtront, les autres se contenteront de Teranga. Bismillahirrahmanirrahim, ma njëkk sant yàlla waa ji moom dafa foog ne Sénégal daal dëkku ragal la sunu jàmbaar yi Makka la ñuy dem Kaaba ga la ñuy aar prime la ñuy andi arrosé réew mi pétrodollar xam ngeen ni lii aada di wax nii c'est très dangereux léegi yónni ay soldats ñu xeex yi mel na ni daal jeu la bakken amul njëg pourquoi ñu koy wanteer jëndee ko ay pétrodollar jàllax suñuy soldats ci guerre. Faudrait savoir, à la base nous répondons à une demande, celle d'un pays frère avec qui nous entretenons de bonnes relations diplomatiques, et cela depuis toujours. Et de plus, nos djambars ont été au Liban, Tout à au fait. Koweït et même au Darfour. Absolument.
Waouh, ok, autre chose. Waouh, Ad. Pourquoi aller au Yémen alors que le Mali est à côté et Boko Haram fait des ravages? Pourquoi on va pas... Donc, nous voyons là-bas un exemple d'un des épisodes du journal télévisé RAP. En fait, ici, cet exemple, c'est un débat, hein, puisque le journal, parfois, donc, prend la forme d'un débat. Et là, si nous consultons le site du JTRAP, voici comment les producteurs décrivent ce programme. Nous vivons dans un monde qui croule sous le poids de l'information. La course effrénée au scoop, au reportage à saut, fait donc que les sujets d'actualité, aussi graves soient-ils, ne durent que le temps d'un débat avant que les médias et les masses ne se tournent vers la prochaine polémique. C'est pour cela que le journal télévisé RAP fait le choix de revenir sur des news qui ne sont souvent plus fraîches, mais sont pertinentes pour décortiquer et comprendre la société sénégalaise. Émission de type humoristique, l'ambition du journal, au-delà de faire rire par son impertinence, est d'intéresser les jeunes particulièrement à l'actualité, en leur proposant un traitement de l'information plus proche de celui du Sénégalais lambda. Fait en rap et en 2 versions, français et wolof, le journal dure le temps d'une chanson, 3 à 4 minutes, et passe en revue l'actualité hebdomadaire du Sénégal et du monde. Donc, les producteurs et les animateurs justifient ainsi leur choix de passer par le rap pour faire un travail journalistique. Ainsi, Khouman dit: on appelle les rappeurs les griots modernes, les journalistes de la rue. On nous compare à des chroniqueurs de la société du quotidien. Ce sont des surnoms proches du monde journalistique. Cela semblait normal qu'on concilie les 2 exercices. Donc il y a ici une assimilation du travail de l'artiste à celui du journaliste. Donc c'est un journal télévisé d'un genre particulier parce qu'il est fait de couplets de rap assurés par les 2 journalistes rappeurs et leurs correspondants ainsi que leurs invités qui sont toujours également des rappeurs. Ce qui fait que chaque édition est une sorte de clip vidéo dans lequel il y a différentes chansons et thèmes abordés. Ici, on a une version qui est faite sous la forme d'un débat, mais la plupart des épisodes prennent la forme de journal, prennent la forme de bulletin d'information. Donc, nous avons affaire à une œuvre visuelle, à une vidéo et à un film musical. Et donc, en ce sens, on peut appliquer au journal télévisé RAP ce que Muller dit du film. C'est-à-dire, un film devient intermédiatique quand il transpose le côte à côte multimédiatique de citations médiatiques en complicité sur le plan de la conception, etc. Ici également, on peut revenir sur la genèse globale du projet et la genèse des épisodes. Puisque si on se base sur les témoignages, en tout cas les confidences des artistes, il y a un certain contexte politique, social, sénégalais, et un contexte médiatique qui a conduit à la création de ce journal. Donc ce que j'appelle ici la genèse globale. Mais également, il y a une certaine organisation du quotidien, en tout cas des rappeurs, qui leur permet en tout cas de donner une idée sur le processus de création de chaque épisode. Khouman nous dit que dans un entretien avec RFI, que leur semaine de travail commence le vendredi après la diffusion du dernier numéro. Ensuite, ils passent par une phase de collecte de l'information et stockent sur leur téléphone un grand nombre d'articles. Ensuite, un collaborateur leur envoie un mail où ils synthétisent les informations les plus intéressantes de la semaine, celles qui sont aussi peu analysées. Donc après cette phase arrive celle de la sélection qu'ils font souvent par téléphone. Ensuite, il y a la phase d'écriture et d'enregistrement au studio musical d'abord, et ensuite enregistrement au studio télé. Donc en dehors des informations tirées des confidences des rappeurs lors d'entretiens privés ou dans les médias, le matériau génétique du journal télévisé RAP est également constitué de données téléphoniques. Donc il faut que le généticien intermédiaire puisse avoir accès à ces fichiers stockés sur les téléphones, de mails, d'appels téléphoniques, de textes, manuscrits et digitaux, de disques durs, d'ordinateurs, etc. C'est seulement si un certain nombre de ces sources est disponible qu'une génétique intermédiaire pourrait véritablement se faire. Je vais maintenant finir avec l'exemple de la littérature. Hein, avec une petite définition et puis peut-être une explication. Donc on parle de littérature quand les écrivains usent de YouTube et du format vidéo pour expérimenter de nouvelles formes d'écriture.
Les œuvres de littérature peuvent être créées spécifiquement pour être diffusées sur YouTube, comme elles peuvent être détournées de leur objectif premier, de leur média d'origine, pour être transférées dans un nouvel espace numérique, dans un autre média. En ce sens, la littérature est un geste intermédiaire. Gilles Bonnet, qui est le premier théoricien de la littérature dont il a inventé le néologisme, nous dit « Par littérature, je propose de désigner un corpus nouveau et en expansion constante, regroupant les expériences actuelles de vidéo-écriture, qui explore un pan audiovisuel de la littérature diffusée sur Internet. Qu'il s'agit de contenu nativement numérique et youtubéen, c'est-à-dire pensé et créé pour être mis à disposition d'un public d'internautes usagers du site, ou de contenu provenant d'autres médias. » Marine Riguet, qui est chercheuse et littérateureuse en même temps, parle d'une littérature multimédia et plateformisée. Et donc pour Gilles Bonnet, le rôle de la littérature, c'est d'archiver, de commenter et de créer. Et donc nous, c'est le dernier geste, le geste de création qui nous intéresse, puisque c'est là véritablement pour nous la véritable œuvre de création. Et la question qui se pose devant un généticien intermédiaire qui s'attaque à une œuvre de la littérature, c'est celle-ci. Comment se fait le processus de création d'une capsule de littérature et comment lui appliquer une méthode génétique? Et donc, un exemple comme la capsule intitulée Proust Big Fun de Gwen Daniel, qui est un des littérateurs, en tout cas français du moment, montre que véritablement, dans la genèse de la capsule, il y a l'écriture d'abord du texte, l'enregistrement du film, et ensuite l'ajout au moment de la post-production d'une musique. Et donc il y a différents gestes qui sont rassemblés par l'artiste. Donc prendre note, photographier, filmer, s'enregistrer, seraient les différents gestes des littérateurs selon Marine Riguet. Donc, ces actes formulés par des verbes de mouvement instaurent un dialogue entre le corps du youtubeur, ça mais surtout, et les outils technologiques affiliés aux différents médias qu'il manipule. Ce corps devient ce point de contact dont nous avons parlé plus haut qui agrège les médias. C'est dans sa relation à ceci que pourrait se faire la critique génétique. Ces relations ici au début et à la fin du processus, de l'écriture à la post-production, en passant par l'enregistrement. Autant d'étapes qui peuvent laisser des traces matérielles à analyser par le généticien. Chose logique si l'on sait que les plus grands écrivains et youtubeurs avouent avec la production de leur œuvre vouloir saisir l'insaisissable et le furtif. Ce principe majeur de leur poétique érige la trace en finalité du geste créateur. Cette trace est sonore, visuelle, écrite. Le généticien doit alors chercher à la retrouver dans sa matérialité, à retrouver et analyser la trace de la trace. Donc le littérateur suisse francophone Boris Dunant, propriétaire d'un site internet et d'une chaîne YouTube, ou en tant qu'artiste polymorphe, c'est lui qui se définit ainsi, publie des productions de différents genres sous les rubriques suivantes. Écriture, photographie, vidéo, musique. Tous ces genres sont considérés comme relevant de la littérature, autre nom qu'il donne à la poésie. Donc, il parle de court-métrage, musique et écriture, et il dit que toutes ces productions s'avèrent empreintes de ce quelque chose qu'on nomme poésie. Donc, les gestes d'écrire, chanter, jouer un instrument, filmer, se mettre en scène, sont des moyens pour lui de fixer des traces à travers un geste poétique médié par l'appareil photo, la caméra ou la table de mixage. C'est ce qui fait de ces œuvres qu'il qualifie de polymorphes, de véritables objets intermédiatiques. Il essaie d'en témoigner à travers l'une de ses dernières capsules publiées le 15 mai 2002 sur YouTube. Le caractère intermédiaire de cette vidéo se lit dans la tentative de catégorisation de l'auteur qui la met dans la playlist intitulée court-métrage poétique, tout en la qualifiant de film, court-métrage, journal intime, la situant ainsi au croisement de la littérature, du cinéma et de la vidéo. Donc je laisse voir une minute de ce film-là. Je ne sais pas si c'est nous qui roulons ou l'enfance qui remonte en moi. Oui, ce n'est peut-être pas tant nous qui avançons que les traces de nos anciennes errances qui se rapprochent. C'est un cadeau que tu me fais, ce petit rituel. Je m'y rends avec le même trac que les vacances de mon enfance. C'est égaré. Il me faut quitter mes camarades. Il y a des marcheurs là-bas en bas. Et il y a le lac là-bas au bout. Toutes les... Donc,
on voit ici que cette voix off que le littératubeur met en scène, déclamant un poème accompagné par une petite musique, donne une impression de spectacle musical. Donc ici, la volonté de laisser trace apparaît dès le début de la vidéo avec le titre Trace, présenté par Boris Dunant. Donc c'est tout simplement, à mon avis, ce qui peut permettre de faire la genèse des différents albums qu'il présente dans son site internet. Puisque en dehors de ces vidéos, il produit également des albums de musique qu'il publie sur son site internet et sur sa page YouTube. Et on peut véritablement, si on analyse son site internet et sa chaîne YouTube, faire un peu la genèse des albums. Pas la genèse des chansons, mais la genèse des albums. Par exemple, il dit pour un de ses albums, l'album From Desire to Presence, cet album va se remplir au fur et à mesure des enregistrements 2020-2021. Les chansons existent pour la plupart depuis longtemps, mais je n'ai réussi à me replonger dans le processus du home recording que depuis l'automne 2020. Pour chaque nouvelle chanson, je réalise un clip vidéo. Donc ainsi, nous sommes face à un véritable work in progress. L'internaute réussit à suivre les différentes phases de l'élaboration de l'album, qui au jour de cet album-là, From Desire to Presence, qui au jour d'aujourd'hui compte 2 morceaux. Donc pour ces autres albums également, il fait la même chose. Il présente donc la genèse de l'album, mais ne donne pas des informations sur la genèse de chaque chanson. Donc ici apparaît clairement l'intention de l'auteur de laisser des traces de son expérience artistique et du processus. Les détails qu'il fournit ainsi que les informations glanées sur YouTube peuvent rendre possible une critique génétique des albums présentés. Toutefois, l'internaute n'a à sa possession que les résultats de ce processus. Il n'a aucune trace matérielle de l'avant-texte, de l'avant-chanson ou de l'avant-clip de Dunant. Il ne lui est pas donné la chance d'avoir accès aux brouillons et autres documents audiovisuels ou non utilisés par l'auteur pour créer son œuvre. De plus, les informations données par l'auteur ne portent pas sur des chansons précises, mais sur la genèse, la conception des albums et la méthodologie utilisée. Il faudrait donc que de l'écriture à la post-production, en passant par l'enregistrement, que les relations intermédiatiques soient analysables à l'aide des traces, à l'aide de ce que j'ai appelé les traces des traces. Maintenant, je vais conclure en parlant un peu des limites et des obstacles, en tout cas, de cette génétique intermédiaire. Parce que là, nous avons des hypothèses méthodologiques et des pistes de réflexion qui sont peut-être appelées à être confirmées par un travail plus technique et empirique. Le caractère incomplet, en tout cas, de la méthodologie rend nécessaire un travail de recherche-création dont le but serait de démontrer la capacité génétique des œuvres intermédiaires. C'est ce pourquoi nous envisageons de dérouler un projet de ce genre avec un rappeur et un écrivain qui vont interagir dans le but de créer une œuvre commune aux 2 opus distincts, tout en laissant des traces matérielles de leur processus de création. C'est seulement à la fin de ce travail, en tout cas, qu'une méthodologie de génétique intermédiaire pourrait véritablement voir le jour. Parce que nous pensons qu'une génétique intermédiaire ne serait possible que s'il y a la possibilité d'une mémoire matérielle du processus. Ne se limitant pas aux anecdotes et autres confidences adoubées par les théoriciens de la génétique chansonnière, cette génétique intermédiaire devrait forcément prendre appui sur des archives matérielles sous la forme de carnets, de fichiers multimédia stockés sur des ordinateurs, smartphones et autres applications. La génétique intermédiaire, pour être véritablement scientifique et pas seulement intuitive, devrait reposer sur 2 piliers essentiellement. L'association des ressources de différents médias dans le but avoué ou non de créer des médias synthèses, l'accessibilité de traces matérielles du processus génétique. Donc un dossier de génétique intermédiaire pourrait être constitué d'un texte introductif qui précise le caractère intermédiaire de l'œuvre et la pertinence de comprendre sa genèse, la transcription du texte littéraire chanté par exemple par les rappeurs, des notes de page, barres de page sur les changements par rapport au texte de Senghor, des liens hypertextes pour accéder à des vidéos, une explication de celle-ci en lien avec les différentes versions du texte et la musique. Donc nous pensons que toute génétique intermédiaire serait incomplète en l'absence de l'un de ces piliers, des piliers que nous avons cités. C'est comme vouloir faire la génétique textuelle d'un roman qui non seulement n'existe qu'en une seule version éditée, mais n'a laissé aucune archive sous la forme de brouillon, de tapuscrits, de manuscrits ou documents utilisés pour son écriture. Vouloir faire la génétique textuelle dans une telle situation ne serait que pure spéculation. Tout cela donc pose la problématique des traces et des supports matériels. Où peut-on trouver les archives du processus de création intermédiaire?